Radio Sin Miedo, la radio de la fuerza colectiva. ¡Colectiva! ¡Colectiva! Salut! Hola! ¿Qué tal? Alors, bienvenue sur Radio Sin Miedo. On espère que dimanche dernier, le 20 décembre, ça a bien résonné à la maison, la petite répétition filmée qu'on vous a envoyée. Il y a déjà eu des retours, de remerciements, de choses assez fortes que vous aviez vécues. Alors, merci beaucoup pour ces retours-là sur la boîte contact de la co-compagnie. Et il y a aussi eu des petits bugs. Alors pour ça, toutes nos excuses. On est en train d'essayer de vraiment faire en sorte que ça n'arrive plus. Quand vous ne recevez pas un de nos mails, n'hésitez pas à regarder dans les spams si c'est pas arrivé par là. Et aussi, dans la répète filmée, on tient à vous prévenir que sur la chanson Sariri, il y avait des petits problèmes dans les paroles. Vous vous en êtes peut-être rendu compte, donc il faut bien vous référer aux paroles qui sont en PDF sur le site. Voilà à peu près tout. Et du coup, c'est quoi Radio Sin Miedo exactement ? C'est une radio qu'on a créée en hommage à la chanson de Bibir Quintana, la canción Sin Miedo, qui veut dire chanter sans peur. Voilà. Et du coup, on avait envie de se créer un espace pour se parler et chanter sans peur. Et alors cette radio Sin Miedo, donc elle fait partie des trois supports là qu'on a inventés pour la première étape de Colectiva. Donc vous avez tout détaillé sur le site, mais on se disait que c'était pas mal de réexpliquer un petit peu parce que c'est pas tout simple. En gros, ce qu'on a voulu, c'est vraiment se donner un petit peu d'avance sur le temps des retrouvailles qui auront lieu. On ne sait pas quand, mais on y croit à fond. Et donc voilà, donc il y a les répètes filmées, il y a la série Nous sommes qui va arriver en janvier, et la radio. Et en fait, tous ces supports-là, on a pensé à 3 supports parce que ils vont se compléter les uns les autres. Par exemple, là à la radio, on est beaucoup plus à l'aise pour parler que quand il y a la caméra et tout ça. Mais à la caméra, c'est bien de vous raconter précisément le détail des chants. Et puis la série Nous sommes, c'est pour faire vraiment des gros clins d'œil sur comment ces chants-là, vous allez les retrouver mis en scène avec différents collectifs, et puis comment aussi on a envie de s'inventer un petit peu de politique poétique. Alors voilà, mais on peut se redire d'autres choses sur Colectiva. Par exemple, c'est qui aussi Colectiva ? Colectiva, c'est un collectif. Ah ouais. C'est déjà un début. Qui réunit des artistes, du coup amateurs et professionnels, qui ont envie de chanter pour les droits et les droits des femmes en fait. Dans l'équipe Colectiva, il y a des chanteuses, il y a des percussionnistes, il y a des acteurs, il y a des gens qui font du cinéma. Voilà, c'est un melting pot de plein de personnes. Et on avait aussi à cœur de sélectionner les chansons par leur sens et aussi par les personnes qui les ont créées. Et donc pour ça, on a pris contact avec toutes les artistes à qui on a emprunté les chants. Donc on est en lien avec elles, on leur a toutes envoyé un mail. Donc elles étaient toutes destinataires du même mail. Donc là aujourd'hui, on communique avec elles et c'est assez fou. On peut peut-être rappeler les artistes. Du coup, il y a La Perla, du coup de Colombie, du côté de Bogota, qui joue avec le tambor de la hembra. Il y a Bibir Quintana et le chœur El Palomar, qui du coup sont des Mexicaines. Voilà. Il y a Orenia de Coco, qui est une brésilienne. Renata Rosa, qui est aussi une brésilienne. La Colmena, qui vient d'Argentine, de Buenos Aires. Et Murga Baila la Cola. Et Murga Baila la Cola, qui du coup, elles viennent aussi d'Argentine. Et en fait, on a du coup envoyé ce petit courrier à chacune d'entre elles, et on a déjà eu des réponses, notamment de Bibir Quintana, de La Perla et de la Colmena, qui sont totalement OK pour qu'on reprenne leurs chansons et qui ont très envie de continuer à communiquer avec nous. Donc on aura peut-être l'occasion sur Radio Sin Miedo, on ne sait jamais, de les interviewer ou de recevoir des capsules de là-bas. Voilà. Autant dire que dès qu'on peut imaginer un festival où on les invite toutes sur scène pour chanter avec elles, on va s'y donner à cœur joie.
Alors, pour aujourd'hui, Soso, je peux t'appeler Soso? Oh bah oui, Coco, pas de problème. Donc, je crois que tu nous as préparé pas mal de surprises. Tu t'es baladé avec un enregistreur sur plusieurs endroits. Bah, comme vous avez pu recevoir avec du coup les répétitions filmées, le week-end du 12-13 décembre, on était tous en tournage. On était à la ferme de la Harpe le samedi et à la ferme du Petit Galop, du coup de ferme. Du coup du Petit Galop le dimanche. Et pendant cette résidence documentaire filmée, je suis allée voir les différentes personnes en fait de l'équipe Collectiva pour leur demander pourquoi ils étaient là. Et on a fait un petit melting pot de ces petites interviews qu'on va vous faire écouter maintenant. Eh ben ouais, en avant. Pourquoi t'es là? Alors moi je suis là parce que Corinne m'a sollicité et je crois qu'on a un peu les mêmes histoires avec moi. Je suis à Tout Couleur depuis longtemps et la Test à l'Est aussi, c'est un peu les mêmes associations. Et je me suis dit qu'en partant dans cette histoire, forcément, ça allait être mortel. Avec un mélange de chant et de percus, ça sera trop beau. Alors je m'appelle Marilène, je suis sur le projet Collectiva parce que je connais Alice grâce à Tout Couleur. C'était ma chef de batouk, on a fait de la batoukada ensemble. Et voilà, elle m'a invitée à faire de la percussion. Je ne savais pas du tout où j'allais et j'ai découvert les voix, les femmes. Et je suis très très heureuse de faire partie de ce projet fou. Donc moi je suis là parce que on cherchait une trompettiste, une femme trompettiste et justement il s'avère que j'en suis une, donc j'ai été recrutée et puis vu qu'en plus je chante, et ben j'étais très contente et c'est un projet qui me correspond vraiment, surtout pour tout ce qui est autour de la question de la place de la femme, les droits des femmes et tout ça, donc voilà. Moi je suis là parce que ça me redonne plein d'énergie de faire des choses en collectif et que j'ai vraiment hâte que on soit plein à sentir cette fuerza colectiva. Eh bien, je suis là pour faire de la musique et retrouver le plaisir d'être ensemble. Alors pourquoi je suis là ? Parce que Corinne m'a embarquée dans son projet que j'ai découvert en cours de route et je me trouve bien inspirée par le fait de se retrouver avec des copines et du coup de pouvoir en même temps défendre quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà. Eh bien, moi, je suis là parce que je suis engagée dans la compagnie et que pour moi, c'est un projet qui a beaucoup de sens, qui est un projet du coup politique avec une vraie portée, des valeurs collectives, bien sûr, et du faire ensemble, du vivre ensemble et tout ça mis bout à bout, c'est un super projet. Voilà pourquoi je suis là, avec cette énergie-là autour du chant. Ouais. Alors moi je suis là pour jouer dans la web série. Je fais un duo avec Yann Silver et voilà, du coup on déambule, on se retrouve dans notre confinement et on va vivre plein de choses extraordinaires accompagnées de chansons tout au long de la série. Voilà. Alors pourquoi je suis dans ce projet collectif? C'est ça la question. Oui. Pour la musique, pour la rencontre avec... moi, je viens plutôt de la musique brésilienne. Vous êtes plutôt la tête à l'est. Donc, pour cette rencontre-là aussi. Et puis, pour partager, voilà, sur ce thème-là des droits des femmes, partager les choses musicalement avec ce thème-là. Voilà. Super. C'est ça. Voilà. Ben, je sais pas vraiment pourquoi je suis là, parce que j'ai l'impression d'être là pour plein de raisons très très différentes, parce que je vois plein de gens que j'avais envie de voir, que j'ai pas vu depuis longtemps, parce que j'ai envie de faire des choses en dehors de faire les courses, se préparer à manger et aller au travail, parce que j'ai envie de chanter.
parce que j'ai envie de connaître un petit peu plus ce projet Collectiva que je ne connais pas. Cette perspective de revivre un morceau de collectif, là, j'ai trouvé ça très revigorant. Je me suis dit que ça donnait une perspective qui nous manque beaucoup. Et j'ai vu au fur et à mesure des jours, je me suis inscrite dans les premiers, là, que la jauge montait. Et puis je me disais, oulala, on arrive à nombreux. Et je me disais, super, on va pouvoir se retrouver. Au moins voir physiquement qu'on va bien, échanger quelques mots et participer ensemble à un nouveau projet qui, j'espère, pourra se réaliser, quoi. Et c'est bien de voir que y en a qui arrivent encore à enchaîner des choses et à pas laisser tomber, quoi. Donc c'est super de prendre le bateau en marche et de pouvoir aussi participer à ça. Alors, le dernier témoignage qu'on entendait, c'était Valentine de La Tête à l'Est. On avait envie d'en profiter pour faire un spécial gros coucou à La Tête à l'Est, aussi à la compagnie Rapeteux, la chorale des centres sociaux avec qui on a l'habitude de se croiser. Et pour vous raconter un tout petit peu, parce que Valentine, elle parle d'inscription et tout, c'est pour vous raconter un petit peu l'organisation de La Tête à l'Est. En fait, quand on a lancé l'invitation pour participer au tournage de Collectiva, il y a cette habitude de créer des sondages, de s'inscrire, de covoiturer, donc là c'était vraiment une organisation assez inédite, puisqu'il a fallu faire des attestations de déplacement pour tout le monde. On était en plein confinement, c'est du jamais vu, c'est du nouveau travail pour les chargés de production, mais voilà, c'est le cadre qu'on s'est donné pour essayer que ça puisse exister, ce tournage. On peut le prendre dans les deux sens. C'est aussi qu'on a inventé aussi des tournages pour créer ces occasions-là de se retrouver. Enfin voilà, vous prenez dans le sens que vous voulez, mais en gros, les objectifs se rejoignent. Voilà un petit peu pour La Tête à l'Est. On en fait toute partie. Et du coup, vous avez peut-être été étonnés en nous voyant à la répète filmée qu'on n'avait pas de masque. Mais rassurez-vous, on était dans la norme, on avait les bonnes distances. Et du coup, dans le cadre d'un tournage comme ça, on a le droit de ne pas porter de masque. Alors, on a pris aussi cette liberté-là. En parlant de chanter plutôt que de masque, mais c'est important pour nous de vous préciser ça, parce que voilà, c'est important. Et donc on va continuer l'apprentissage de nos chansons. On va retourner du côté de la Bolivie avec la chanson Sariri, et là, Solène, on va te laisser nous raconter un petit peu des choses. Voilà. Et en fait, quand on a décidé de faire cette chanson Sariri, donc qui est une reprise de la Colmena, on est allé faire un petit peu des recherches en fait sur ce chant, du coup, qui est un chant traditionnel de Bolivie. Et comme avec Radio Sin Miedo, il y avait l'idée de traverser les océans, on a envoyé en fait des messages à des copains à moi qui habitent en Bolivie, donc Windsor et Sandra qui habitent à La Paz en fait, qui sont d'origine de Quechua. En fait, ils vivent à 4000 mètres d'altitude là-bas, et on leur a demandé de nous envoyer une capsule sonore qui raconte un petit peu la place du chant Sariri en fait dans leur culture, mais aussi on a demandé à Sandra quelle était la question des droits des femmes, la place des femmes, la place de la musique, du chant aussi dans le quotidien, et ils nous ont renvoyé tout ça il y a quelques jours, donc on va vous les faire écouter. Ces deux amis-là, en fait, sont des gens qui sont activistes dans l'éducation populaire là-bas et la défense des droits, et ça me touche beaucoup en fait qu'ils puissent aujourd'hui avoir un droit de parole en fait sur Radio Sin Miedo, parce qu'en fait le contexte et la situation là-bas, ils vont nous l'expliquer aussi, est aussi très très complexe, et je me rappelle qu'il y a quelque temps, il m'avait demandé, Windsor, mais est-ce que tu crois, Solène, qu'un jour tu pourrais dire là-bas dans ton pays ce qui se passe chez nous, parce que là en ce moment c'est grave, et en fait je pensais pas à ce moment-là que j'aurais l'occasion de pouvoir le partager sur une radio, et la radio Sin Miedo est arrivée, et en fait ça peut se mettre en place, et du coup c'est vraiment super, et donc on leur laisse la parole. Et juste avant, Soso, toi, le chant Sariri, il te fait quoi ?
Et pour moi, en fait, il y a quelque chose de fort dans ce chant, dans le fait de pouvoir porter ici les cultures indigènes, en fait, qui sont des cultures qui sont très en lien avec la nature et qui ont un rapport à l'environnement qui est complètement différent du nôtre. Et du coup, chanter Sariri, c'est aussi être en lien avec cette manière-là de voir le monde. Et je crois que c'est aussi ça qui est fort. Et notamment, pour moi, on participe aussi à la reconnaissance des peuples indigènes et autochtones qui ont quand même beaucoup souffert de la colonisation et de la répartition des terres suite à la période postcoloniale. Et ils se battent tous les jours pour cette reconnaissance-là. Et du coup, chanter Sariri, c'est être en lien avec eux dans ce combat-là et dans cette lutte-là, je crois, vraiment très très fort. En dehors de toutes les symboliques magiques qu'il y a du coup dans la culture andine autour de la terre, du soleil, la Pachamama, enfin toutes ces représentations là qui sont qui nous reconnectent aux éléments qui sont autour de nous en fait. Et voilà. Donc là on écoute Sandra, c'est ça ? Là on écoute Sandra de La Paz. Super. Sur le thème Sariri, c'est une chanson, une composition qui vient des années 70. Une époque pas très importante pour la musique folklorifique populaire. Les racines de l'identité culturelle dans un contexte urbain. Une époque des oro, beaucoup le disent. Cette chanson a été reprise par beaucoup de groupes différents. Cette chanson a 50 ans et elle continue de vivre. Sariri, c'est un thème que je connais pas très bien. On pourrait dire que c'est un thème qui pourrait être chanté par la grande masse populaire. Sí lo conocen algunos, no muchos, o sea, no es un tema ahorita, digamos que. Et aussi pour le dynamisme de changement des nouvelles propositions. Masa popular, ¿no? Entonces, y también por todo este dinamismo, ¿no? Del cambio, de nuevas propuestas y demás. Dans la chanson Sariri, on peut entendre une ignorance. L'ignorance de la campagne, l'ignorance d'un type d'expérience que la ville mutilait la campagne. Dans ce sens, au niveau des chansons, c'est un grand saut dans les années 70-80. On a atteint un niveau de nuance, de l'ignorance, de la tristesse un peu. Aujourd'hui, c'est un peu plus spirituel. On ne se voit plus comme ça. Il y a un grand changement dans les nouvelles compositions. Aujourd'hui, c'est une grande table de projection pour nous soulever, nous relever. Donc si vous n'avez pas tout compris, c'est normal, c'était une petite traduction mot à mot, mais en gros l'idée c'était de la chanson Sariri, c'est que donc les années 70 c'était une époque où les indigènes étaient complètement dévalorisés, plutôt en faveur du milieu urbain, et donc tous les indigènes ils habitent plutôt à la campagne, donc c'est pour ça que ça met en parallèle ces deux milieux. Voilà. Alors c'est parti pour cette fameuse chanson Sariri. Sur la répétition filmée dimanche dernier, on a vu donc le premier couplet à 3 voix. On va vous le rechanter un petit peu, voix par voix. Pour l'instant, que voix grave et voix médium. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de passer au couplet 2. Alors, la voix grave qu'on va vous chanter toutes les 3. Pour vous préciser, ce soir, à la radio, on a Solène Bouillot, Adèle Lebrun et Corinne Ernoux. Voilà. Et puis, Mathias Lejaune, qui nous enregistre et qui s'occupe du montage. Alors, la note tengo 3.
Tengo que llegar al pueblo, allí me espera mi madre, tierra de gente morena, paisajes color aguayo, tierra de gente morena, paisajes color aguayo. Voilà. On espère que ça va pour la révision. Peut-être que vous aviez prévu les paroles avec vous. Alors oui, il y a eu des questions aussi par rapport à ça. Bien sûr, on n'avait pas encore tout détaillé sur la première répétition. Mais donc, pour les voix d'hommes, sur le chant sariri, la proposition, ça va être que les basses, vous soyez plutôt sur cette voix-là, la voix grave qu'on vient de faire, et les ténors sur la voix médium. Et on va laisser au soprano la voix la plus aiguë. Voilà. Alors, on va chanter maintenant la voix médium du couplet 1 pour se remettre un petit peu dedans. Vous êtes prêts? Ah ben non, je n'allais pas répondre. C'est parti. Tengo que llegar al pueblo, allí me espera mi madre, tierra de gente morena, paisajes color aguayo, tierra de gente morena, paisajes color aguayo. Voilà. Sur cette longue tenue des hauts, c'est là où on entrera les percussions corporelles avec le bruit des pas qui vont au village, hein, c'est ça? Oh oui. Et puis alors, on passe sur le couplet 2. Adèle, tu veux bien nous faire la prononciation? Tu fais phrase par phrase et puis nous on répète? Merci. Soy el sairiri del Ande. Soy el sairiri del Ande. Caminando muchas lunas. Caminando muchas lunas. Con el guaira del amigo. Con el guaira del amigo. Con el viento bajo el poncho. Con el viento bajo el poncho. Con el valor de mi raza. Con el valor de mi raza. Subiendo por las quebradas. Subiendo por las quebradas. Soy el lamento del indio. Soy el lamento del indio. Subiendo por las quebradas. Subiendo por las quebradas. Voilà. On va repartir sur la voix grave. Ça va être la même mélodie que sur le couplet 1, avec plus de répétition de la deuxième phrase. On vous le chante une fois entièrement en voix grave. Soy el sariri del Ande, caminando muchas lunas, con el guardia del amigo, con el viento bajo el poncho, con el valor de mi raza, subiendo por las quebradas. Soy el lamento del indio, subiendo por las quebradas. Si ça vous va, au lieu de faire tout le temps en question-réponse, on va vous le refaire encore une fois entièrement. Vous savez bien, de toute façon, vous pouvez mettre pause et puis vous le réécouter tant de fois que vous voulez. Alors, on refait ça, le couplet 2, voix grave. Donc, ce sera soit les altis chez les femmes, soit les basses chez les hommes. Soy el sariri del Ande, caminando muchas lunas, con el guardia del amigo, con el viento bajo el poncho, con el valor de mi raza, subiendo por las quebradas.
Soy el lamento del indio subiendo por las quebradas. On va enchaîner maintenant avec la voix médium. On l'a fait 2 fois de suite, sur tout le couplet 2. Soy el... La première phrase, c'est à l'unisson avec la voix grave. Et... Soy el sariri del Ande, caminando muchas lunas, con el guardia del amigo, con el viento bajo el poncho, con el valor de mi raza, subiendo por las quebradas. Soy el lamento del indio, subiendo por las quebradas. On va refaire ça une petite fois. Donc vous voyez, dans la voix médium, il y a une variation à un moment où ça va plus dans les aigus. Donc c'est cette variation-là qu'on répète sur con el viento et ensuite, non, pardon, con el valor de mi raza et puis ensuite sur soy el lamento del indio. On vous refait encore tout une fois dans la voix médium. Soy el sariri del Ande, caminando muchas lunas, con el guardia del amigo, con el viento bajo el poncho, con el valor de mi raza, subiendo por las quebradas. Soy el lamento del indio, subiendo por las quebradas. On va faire sonner ça déjà à 2 voix. Donc dans la structure complète de la chanson, au début, il y a des médiums qui chanteront cette voix-là et qui après passeront dans la voix la plus aiguë pour les sopranes. Bon, mais ça, on se l'expliquera quand on se verra vraiment un jour en répétition, parce qu'il y a des choses où on ne peut pas tout remplacer non plus par tous ces outils. Alors, à 2 voix, sur le couplet 2. Et... Soy el sariri del Ande, caminando muchas lunas, con el guardia del amigo, con el viento bajo el poncho, con el valor de mi raza, subiendo por las quebradas. Soy el subiendo por las quebradas. On va maintenant passer à la voix des sopranes sur le couplet 2. Celle-ci, je vais la décortiquer un tout petit peu parce qu'il y a des petites variantes sur les fins de phrases. Au début, c'est comme la voix médium, on peut vous la faire tout entière. La première phase, t'as le... Ah oui, même dès le début, bien sûr, il y a une variation dès le début qui va faire... Soy el sariri del Ande. On peut refaire ça tous ensemble. Et Soy el sariri del Ande. Et la suite. Caminando muchas lunas. À vous. Caminando muchas lunas. On fait déjà ces 2 phrases-là de la voix soprane. Et Soy el sariri del Ande, caminando muchas lunas. Encore une fois. Soy el sariri del Ande, caminando muchas lunas. Ensuite, ça va grimper haut sur... On prend un petit peu de respiration. Et con el guardia del amigo. Et con el guardia del amigo. Con el viento bajo el poncho. Con el viento bajo el poncho. On va enchaîner ces 2 phrases-là. Je vous les refais une petite fois. Et con el guardia del amigo. Con el viento bajo el poncho.
ensemble. Con el guarda del amigo, con el viento bajo el poncho. La suite va faire. Con el valor de mi raza. Et con el valor de mi raza. Alors voilà le petit piège, c'est que de l'amigo. Là-dessus, on avait un demi-ton. Alors que sur les phrases d'après, ça va être un ton. Con el valor de mi raza. Donc on peut déjà faire juste raza avec vous et raza. Alors encore toute cette phrase-là, con el valor et con el valor de mi raza. Vous pouvez la refaire encore une petite fois à la maison avec nous et con el valor de mi raza. Et la suite, subiendo por las quebradas, subiendo por las quebradas. Et après, soy el lamento del indio, soy el lamento del indio. Et la fin, subiendo por las quebradas, subiendo por las quebradas. Alors, si vous voulez bien, on va remonter un petit peu en arrière et on va reprendre depuis la phrase con el viento. Non, pas du tout. Con el valor de mi raza. Et con el valor de mi raza, subiendo por las quebradas. Soy el lamento del indio, subiendo por las quebradas. Est-ce qu'on peut refaire ça encore ensemble? Et con el valor de mi raza, subiendo por las quebradas. Soy el lamento del indio, subiendo por las quebradas. On va maintenant pouvoir vous faire tout le couplet 2 dans cette voix soprane. Et puis après, pour entendre toutes les voix ensemble, vous savez, vous pouvez retourner dans la répétition filmée. On a enregistré toute la chanson avec la structure et les voix. Parce que là, on est 3, alors que dans le labo, on est 14. Donc il vaut mieux que vous alliez vous référer à cette version-là et aussi à la colmena, bien sûr. Donc là, juste le couplet 2 dans la voix des sopranes. Donc, avec la petite variante du début. Soy el sariri del Ande. C'est parti. Soy el sariri del Ande, caminando muchas lunas, con el guardia del amigo, con el viento bajo el poncho, con el valor de mi raza, subiendo por las quebradas. Soy el lamento del indio, subiendo por las quebradas. Alors voilà pour Sariri pour aujourd'hui. Et Solène, toi, t'es allée en Bolivie en 2011. Ouais, j'ai eu la chance d'aller là-bas en 2011 et en 2012. À l'époque, je faisais un voyage d'études autour de l'éducation populaire. Voilà, je travaille dans les mouvements d'éducation populaire. Ouais. Et du coup, peut-être tu peux nous dire ce qui t'a marqué là-bas. Et je pourrais dire, oui, ça a marqué, même presque transformé, je crois, en fait, aussi dans mon rapport au monde. Juste peut-être pour vous donner un petit exemple. Alors là, je l'avais amené pour le montrer aux copines. Du coup, quand j'étais là-bas, en fait, j'ai participé à ce qu'ils appellent des marchas. Donc c'est comme des manifestations ici sur les droits de la terre, les droits des indigènes, etc. Et ils ont un drapeau qui s'appelle la Wipala, en fait, qui est un drapeau multicolore aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc je l'ai là et peut-être qu'on pourra le mettre dans Collectiva à un moment donné sur un bout d'instrument, sur un accordéon ou sur une trompette. Mais en tout cas, ce drapeau, en fait, il est multicolore, il est aux couleurs de l'arc-en-ciel et en fait, il vient poser tous les fondamentaux politiques et philosophiques de la culture andine.
et qui reprend en fait des principes d'harmonie, d'équilibre. Moi, ce qui m'a scotché, c'était dans les principes politiques de cette culture, c'est le vivre en plénitude. Enfin, moi, j'ai jamais vu aucun pays qui déclare ça, en fait, comme principe politique. Et chaque couleur, en fait, a une signification en lien avec la culture, peut-être pas. Et ça reprend un peu dans l'énergie ce qu'on peut retrouver sur les chakras, en fait, dans les cultures plutôt asiatiques. Mais il y a l'idée qu'en fait... le vert, on est sur la nature, le rapport à l'agriculture, à la faune, la flore. Le bleu, on est plutôt sur le rapport à l'eau, au cosmos, aux forces au-dessus de nous. Dans le jaune, il y a l'idée du soleil, parce que du coup, dans la culture, il y a tout ce qu'on appelle... les énergies d'El Papasol, en fait, qu'on parle de la Pachamama, la terre, le vert, et El Papasol, c'est les énergies du soleil et qui donnent la vie, en fait, aussi. C'est, sans les rayons du soleil, ça pousse pas, quoi. L'orange, on est vraiment lié à tout ce qui est médecine traditionnelle, médecine naturelle et la fécondité, voilà. Le violet, c'est plutôt sur l'organisation de la société bolivienne où ça s'inscrit dans des principes de comunidad, ils disent là-bas. Alors, c'est un peu difficile à traduire, mais en tout cas... oui, mais du coup, il y a quelque chose de fort dans pas le côté communauté comme on peut le vivre ici. C'est vraiment ce truc c'est lié au territoire, aux ancêtres, à l'histoire. Enfin, il y a quelque chose de fort lié à la terre dans l'idée de communauté. C'est pas juste la famille, c'est plus large que la famille, mais il y a cette idée-là et comment ça s'organise autour de ça. Et après... je crois que j'en ai oublié le rouge. Le rouge, en fait, c'est plutôt lié aux ancêtres, à l'histoire, au sang, en fait. La question du rouge et du sang, en fait, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et puis après, il y a le blanc qui est plutôt sur les savoirs. En fait, comment de tout ça on construit un savoir collectif. Et je trouve ça assez beau et fort, de porter culturellement à travers un drapeau. Moi, j'ai jamais vu un drapeau qui portait ce genre de valeurs-là, en fait. Et je crois que on en a profondément besoin aujourd'hui de se reconnecter à tout ça. Et quand j'y étais aussi, ce qui était hyper fort à ce moment-là, c'est qu'il y avait il y avait des forums sociaux mondiaux, en fait, en 2011, autour des conférences autour du changement climatique. Et Evo Morales, donc, qui était le président actuel là-bas à ce moment-là, qui était le premier président autochtone, en fait, indigène au pouvoir. Ça n'avait jamais existé avant 2005, en fait, en Bolivie, que un indigène puisse être au pouvoir là-bas, avait participé en fait à des campagnes internationales pour la reconnaissance des droits des indigènes et notamment il a participé avec d'autres pays latino-américains, mais pas que, parce que c'est aussi dans le monde entier, mais à l'écriture d'une déclaration qui s'appelle la Déclaration de la Madre Tierra, donc la Déclaration des droits de la terre, de la Pachamama en fait, qui est un merveilleux texte que vous pouvez trouver sur Internet, qui a été présenté à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies, pour aller à côté de la Déclaration des droits de l'homme, de la Déclaration des droits des femmes, la Déclaration des... Et en fait, dans l'idée qu'aujourd'hui, il était important de prendre en compte la Terre comme un être vivant et qu'il fallait aussi la protéger et qu'il était nécessaire d'écrire un texte qui la protégerait et qui pourrait être reconnu par les instances juridiques internationales. En fait, c'est ce que portait Evo Morales et plein d'autres personnes, en fait. Malheureusement, ce texte, il n'a pas été approuvé, mais il existe encore. Et qu'il faut continuer à se battre pour qu'il soit peut-être un jour reconnu par les instances internationales pour qu'on puisse protéger notre Pachamama. Par contre, l'ONU a reconnu une journée, c'est un peu comme la journée des femmes, là. La journée du 22 avril, en fait, du coup, c'est la journée de la Madre Tierra. Du coup, la Madre Tierra a quand même gagné sa journée. C'est déjà un début, mais on aimerait bien que, du coup, elle puisse avoir un petit peu plus. Voilà. Et du coup, peut-être on va réécouter Sandra, que tu as rencontrée là-bas. Ouais, et du coup, elle a renvoyé d'autres petites capsules où elle parle plutôt des droits des femmes là-bas et de la situation des femmes et des femmes artistes. Et puis un petit morceau aussi sur la place du chant dans leur lutte. Voilà.
Sur la question si les femmes peuvent être artistes et musiciennes, bien sûr, c'est possible. Mais ça dépend de s'il y a du respect derrière, de la reconnaissance et les appréciations au-delà de la capacité artistique et musicale qui peut se faire en tant que femme. C'est la première chose qui va choquer, qui choque toutes les femmes. C'est tout le contexte patriarcal et machiste, totalement discriminant pour le potentiel des femmes. Parce que la majorité n'est pas portée par un contexte économique et socialement instruite, ou alors c'est un contexte populaire, ou les deux. Ou autre intermédiaire. Les femmes ont un papier pour faire les voix, mais à partir de ces voix, elles sont majoritairement présentées comme des objets de publicité, des objets pour les montrer à la population comme les hommes veulent les voir. Donc, c'est très dur d'être une femme artiste et musicienne. Pour les rares espaces qui existent, pour la stigmatisation du physique de la femme et pour les espaces plus profonds, la violence et à l'intérieur de ça, l'alcool qui existe dans le milieu. Donc il y a peu de femmes qui arrivent à devenir artistes, respectées et appréciées au niveau national. Le peu qui existe, elles sont obligées de coucher. Elles affrontent leur famille. Elles s'affrontent contre leurs amis. Elles s'affrontent contre la société. C'est pas vu comme un travail. Ça ne s'imagine même pas. Sur la femme et sur l'homme, ça déconstruit tout le patriarcat depuis les expériences et depuis les ressentis. On va poursuivre maintenant avec la chanson Que Paso. Alors c'était celle du teaser, celle qu'on remet un petit peu à chaque fois. On vous refait juste le refrain pour se remettre dans le bain avant de passer aujourd'hui au couplet. Alors on est juste 3, hein, donc et la première note. Para cantar mis canciones callaron mi voz. Y dime qué pasó. Para cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Para cantar mis canciones callaron mi voz. Y dime qué pasó. Para cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Hey! Voilà, j'espère que le hey, vous avez autant de plaisir aussi que nous à le crier. Et donc maintenant pour Que Paso, on va demander à Adèle si tu peux nous raconter un petit peu le sens. Alors, donc c'est une chanson qui est écrite par La Perla, donc c'est un groupe de 3 femmes qui vient de Bogota. Et nous, on a repris la version qu'elle chante avec un autre groupe des Caraïbes qui s'appelle Tamborembra. Voilà, en gros, c'est ce chant, il explique un peu la vie des femmes qui ont été enlevées de leur terre et que du coup elles ont perdu tous les éléments qu'elles avaient avant dans la montagne pour se nourrir, pour boire, etc. Et donc après elles racontent qu'elles ont les preuves de ces violences dans leurs mains. Elles peuvent très bien le démontrer et que en fait on leur a coupé la voix et elles peuvent pas raconter ça. Mais là du coup avec cette chanson elles l'expliquent et donc elles parlent aussi des mains fortes des femmes qui tapent sur les tambours, aussi de leurs blessures, etc. Et donc que c'est au final, elles sont pas ça n'est pas des poupées et quand on vient les voir, c'est pas pour jouer.
Alors, pour aujourd'hui, on va se concentrer sur les couplets 1 et 2. Et même le couplet 1, on va faire que la moitié, parce que l'autre moitié, Ay, dame un traguito de agua, selon si on est sonorisé ou quoi, ce sera plutôt fait par une soliste, Adèle, ou un petit groupe de solistes. Donc, on va continuer avec Adèle, si tu veux bien nous faire la transmission. Alors, la première phrase, ça fait... Me mandaste a decir que me estabas olvidando. Me mandaste a decir que me estabas olvidando. On la répète une deuxième fois. Me mandaste a decir que me estabas olvidando. Donc, Encore? On est prêts? Me mandaste a decir que me estabas olvidando. On refait 2 fois? Les 2 phrases, carrément. Les 2 phrases. Me mandaste a decir que me estabas olvidando. 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 No es que no quiera volver, la guerra me tiene atado. No es que no quiera volver, la guerra me tiene atado. No es que no quiera volver, de mi tierra me han sacado. No es que no quiera volver, de mi tierra me han sacado. On se refait les 2 dernières? Oui. No es que no quiera volver, la guerra me tiene atado. No es que no quiera volver, de mi tierra me han sacado. No es que no quiera volver, la guerra me tiene atado. No es que no quiera volver, de mi tierra me han sacado. Alors, on va essayer tout le couplet. Toute cette partie du couplet 1. Peut-être 2 fois de suite. Comme ça, la première fois, vous pouvez encore écouter tous les petits détails. N'hésitez pas à mettre sur pause. Puis après, on le fait une fois entier avec vous. Voilà. Et petit détail, quand ça commence, c'est en contretemps. Voilà. Je fais une fois toute seule? Oui. Ok. Me mandaste a decir que me estabas olvidando. Me mandaste a decir que me estabas olvidando. No es que no quiera volver, la guerra me tiene atado. No es que no quiera volver, de mi tierra me han sacado. Me mandaste a decir que me estabas olvidando. Me mandaste a decir que me estabas olvidando. No es que no quiera volver, la guerra me tiene atado. No es que no quiera volver, de mi tierra me han sacado. Voilà pour le couplet 1. On va aller voir le couplet 2. Oui, oui. Alors, première phrase. Con las pruebas en las manos el mal pude demostrar. Con las pruebas en las manos el mal pude demostrar. Con las pruebas en las manos el mal pude demostrar. Con las pruebas en las manos el mal pude demostrar. Ahora no tengo trabajo, tampoco... Je reprends. Ahora no tengo trabajo, tampoco tranquilidad. Ahora no tengo trabajo, tampoco tranquilidad. Terrorista me llamaron por hablar con la verdad. Terrorista me
j'enchaîne. On refait peut-être tout ce paragraphe-là encore. On t'écoute encore une fois toute seule. Et puis on répète après. Con las pruebas en las manos el mal pude demostrar. Con las pruebas en las manos el mal pude demostrar. Ahora no tengo trabajo, tampoco tranquilidad. Terrorista me llamaron por hablar con la verdad. Rita, con las pruebas en las manos el mal pude demostrar. Con las pruebas en las manos el mal pude demostrar. Ahora no tengo trabajo, tampoco tranquilidad. Terroristas me llamaron por hablar con la verdad. Manos de mujeres fuertes repican en los tambores. 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 Heridas que van sanando, poderosas vibraciones. Heridas que van sanando, poderosas vibraciones. Semillas que van sembrando en todos los corazones. Semillas que van sembrando en todos los corazones. On va refaire tout ce petit paragraphe quand même pour l'anecdote. Il faut qu'on vous raconte que quand on chante ça, on n'arrête pas de chanter plus fort et de faire des rrrr vers nos percussionnistes chéris. Voilà, c'est comme un petit clin d'œil spécial pour elles. Alors. Manos de mujeres fuertes repican en los tambores. Manos de mujeres fuertes repican en los tambores. Heridas que van sanando, poderosas vibraciones. Semillas que van sembrando en todos los corazones. Manos de mujeres fuertes repican en los tambores. Manos de mujeres fuertes repican en los tambores. Heridas que van sanando, poderosas vibraciones. Semillas que van sembrando en todos los corazones. Alors voilà pour Que Paso pour aujourd'hui. On espère que ça va bien de votre côté pour essayer d'apprendre ces chansons-là. Je pense que vous avez bien compris que on est là pour transmettre des chansons, mais aussi des messages dans tout ce qu'il y a autour de cette radio. On voulait juste vous dire qu'on fait au mieux, là, que tout ça c'est un petit peu artisanal, que ce soit les transmissions, les traductions. On est en plein essai. On va s'améliorer d'émission en émission. Voilà. En tout cas, on va enchaîner avant de terminer cette belle radio Sin Miedo avec une chronique qui nous tenait à cœur, qui s'appelle le parcours de musicienne. Donc régulièrement comme ça dans les radios Sin Miedo, il va y avoir une musicienne de l'entourage proche de Collectiva ou un petit peu plus lointain qui va raconter son parcours, qui va raconter voilà, est-ce qu'elle est devenue intermittente, est-ce qu'elle est en train d'y arriver, quelles questions ça lui pose, quelles difficultés elle rencontre. Voilà, c'était aussi un petit peu dans l'énergie en fait de Collectiva, de se dire c'est un projet de rassemblement chanté accompagné essentiellement par des femmes musiciennes, puisqu'il y a cette idée que moins on voit de femmes sur scène en train de jouer un instrument, forcément moins il y en aura. C'est une culture à développer. Et donc voilà, là on est dans cette énergie-là. On attend vraiment avec impatience de pouvoir avoir des répétitions en réalité pour à la fois répéter du chant collectif, mais aussi inviter plein de musiciennes amatrices à sortir leur instrument sur un ou deux morceaux et de se retrouver aussi autour de cette pratique instrumentale-là. Alors, ce soir, on a qui en parcours de musicienne, Soso ? Vous vous souvenez de Dudu ? Dudu, la trompettiste chanteuse qu'il y a dans la répète filmée, c'est elle qui va inaugurer cette première chronique sur parcours de musicienne. Elle s'est prêtée au jeu de raconter son histoire. On a fait ça dimanche
auprès d'une rivière et elle va vous raconter ses passages en tant que musicienne. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai eu aussi à l'écouter. Alors d'abord, mes parents ils sont tous les deux musiciens. C'est pas leur métier, mais c'est vraiment une grande passion dans leur vie, tu vois. Et eux, à cette époque-là, ils faisaient partie d'un jazz band à Fougères. Et parce que ma mère elle fait du saxophone et mon père il fait de la batterie, donc ils étaient tous les deux dans le jazz band. Et puis je vais les voir à un concert, tout ça. Et puis là, il y a un gars du jazz band qui s'appelle Jean-Louis, qui faisait de la trompette. Et sur le morceau Summertime, au moment où ils font Summertime, il met un nez rouge de clown sur son nez et tout. Et puis il me dit mon solo dans Summertime, il est pour toi, Dunvel et tout. Et du coup dès la fin du concert, je dis à mes parents, je veux faire de la trompette. Donc du coup ils m'ont inscrite en trompette. Et puis là c'était trop cool. Je crois que j'y arrivais plutôt bien. Mon prof il était content. Donc du coup j'ai fait de la trompette à Fougères. Donc voilà. Après j'ai suivi un cursus vraiment traditionnel à l'école de musique de Fougères. Donc je faisais du solfège à côté et tout. Et puis je suis allée j'ai passé ma fin de cycle 3 à Fougères, en même temps j'étais en première je crois, donc à 16 ans quoi. Et puis voilà, et puis pendant tout ce parcours là c'était rigolo parce que du coup il y avait un autre grand trompettiste qui avait genre 6 ans de plus que moi à peu près, qui était vraiment un peu la star de l'école de musique, et moi c'était trop mon modèle, tu vois. Du coup je voulais trop être comme lui. Du coup j'étais tout le temps un peu dans ses pattes, tu vois. Et c'est très drôle parce qu'en fait c'est mon chéri. Là j'étais un peu partie pour continuer encore à progresser dans la trompette, donc je suis allée en fait en même temps j'avais eu mon bac, donc je suis allée en prépa à Saint-Brieuc, et là je me suis inscrite pour passer mon diplôme d'études musicales, le DEM à Saint-Brieuc, au conservatoire de Saint-Brieuc. Je suis rentrée en DEM et puis en fait très vite je me suis rendu compte que là par contre ça me correspondait plus, et à ce moment-là j'ai un peu arrêté plein de trucs. Enfin, en musique, je faisais plus grand chose à part juste la batterie fanfare de Fougères. Ça c'est bien ancré dans mon parcours de musicienne aussi, la batterie fanfare de Fougères. À chaque fois que je dis ça, ça fait rigoler un peu les musiciens, parce que la batterie fanfare c'est vraiment considéré comme le truc un peu de pecno du village, genre avec les tambours qui font comme ça, et puis les clairons qui font les sonneries aux morts, tu vois, pour l'armistice et tout. Et en fait, nous déjà il y a plein de batteries fanfares qui sont pas comme ça, mais à Fougères on a vraiment une batterie fanfare mais qui est trop bien. Et en fait c'est vraiment pas ça. Enfin, si on fait les trucs de l'armistice et tout, parce que ça fait partie de la tradition du village en fait. Voilà, c'est ça. On a des répertoires de concerts qui sont super, et puis en fait les musiciens, l'ambiance qu'il y a, c'est trop cool quoi. T'en fais toujours partie du coup? Ouais, je suis même la coprésidente, parce que du coup allez, tant qu'on y est, on s'investit à fond quoi. Donc ouais, j'en fais partie depuis 2010 et puis j'en fais toujours partie. Okay. Et puis votre répertoire c'est quoi? En fait la batterie fanfare c'est un orchestre de cuivre et de percussion, mais c'est avec que des cuivres qui sont dits naturels. Par exemple les trompettes en fait elles ont pas de piston. Okay. Donc on peut faire que un nombre de notes limité, vu qu'il n'y a pas de piston qui modifie les sons qui sortent dans l'instrument. On peut pas faire tous les morceaux, genre je sais pas, on peut pas faire Pirates des Caraïbes par exemple, ou des trucs comme ça. Mais du coup il y a plein de compositeurs super cool qui créent des répertoires exprès pour les batteries fanfares. Et ce qui est intéressant c'est que vu qu'on a des instruments naturels, la sonorité elle est quand même différente d'une harmonie par exemple. Et puis au fur et à mesure, du coup après je me suis retrouvée à Rennes, j'ai recommencé un peu à remettre les pieds dans des assos de musique et tout. Un de mes groupes aussi vraiment important, c'est les Plays Mobiles, donc ça c'est un groupe vraiment avec que des copains, et là on fait à la fois des reprises un peu de musique, de tubes un peu, tu vois, qui passent à la radio, des trucs comme ça, mais en mode fanfare, tu vois, ou des compos aussi.
Dans mon parcours de musicienne, c'est vrai que tu m'avais demandé ces moments un peu importants, les musiques qui m'ont fait un peu me faire devenir musicienne, on va dire, et tout. Donc comme j'évoquais tout à l'heure, il y avait cette première musique, c'était Summertime, quand j'ai décidé que j'allais faire de la trompette. Il y a un autre moment où vraiment, là ça m'a fait un peu plus basculer encore. C'est en fait quand j'ai rencontré les gens de la Jamnola. Et donc j'ai rencontré ce collectif-là grâce à mon chéri. Et en fait, au début, il me dit vas-y, viens. On n'était même pas encore ensemble à ce moment-là, mais vu que je venais de débarquer à Rennes, il me dit vas-y, viens, on va en jam, c'est trop bien et tout. Et en fait, moi, j'avais hyper peur parce que j'ai un blocage que j'ai toujours d'ailleurs. En fait, j'arrive pas à improviser. Alors, au chant, il y a pas de problème, mais à la trompette, j'arrive pas à improviser. Je pense que c'est dû à plein de choses, notamment entre autres au fait que vu que j'ai une formation très classique avec les partitions, tout ça, j'avais beaucoup de mal à me défaire de la partition. Je pouvais pas jouer une musique sans la lire sur une partition, quoi. Tu sais, c'est débile, mais tu vois, j'ai peur de me tromper de note, de faire une fausse note dans mon improvisation et tout. Et du coup, ça me bloque complètement pour improviser, quoi. C'est vraiment un blocage qui est devenu psychologique maintenant, tu vois. Et du coup, une jam, en fait, c'est par essence même, c'est un endroit où t'as pas de partition et où tout est joué. Voilà, c'est à l'oral. Tu vas là-bas, tu connais pas les morceaux et hop. Tu te fonds dans le mood et tu t'apprends le truc comme ça. Et du coup, moi, j'étais là, mais je vois pas ce que j'irais faire là-bas, en fait, parce que je connais pas les morceaux, parce que du coup, j'ai pas du tout l'habitude de travailler sans partition, donc le temps que je me mette à apprendre la mélodie, ça va me prendre un temps fou. Enfin bref, j'y suis allée pour être avec lui, pour lui faire plaisir. Et les premières fois, j'ai trop kiffé l'ambiance, j'ai trop kiffé la musique. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais les jams Nola c'est pour New Orleans, Louisiana. Donc c'est que de la musique qui vient de la Nouvelle-Orléans, donc en mode vraiment brass band, fanfare de rue, tout ça. Et en fait, j'ai surkiffé la musique, les gens. Enfin voilà, c'était trop cool. Et effectivement, j'ai pas joué grand chose. J'étais même pas avec les trompettes parce que les trompettes souvent elles font les thèmes principaux. Et en fait, je m'étais cachée dans un coin avec les trombones pour faire un peu des basses, mais j'avais à peine joué, j'étais un peu gênée. Au début, je me suis dit mais il faut que j'écrive des partitions et puis que je les apprenne comme ça. Et après, je me suis dit non, mais c'est débile. En fait, c'est un apprentissage oral, il faut que je l'apprenne à l'oral. Donc du coup, je suis rentrée chez moi et j'ai écouté les musiques et puis j'ai essayé d'apprendre un peu les thèmes comme ça. Mais pas beaucoup, hein, tu vois, genre la jam d'après quand j'y suis retournée, j'étais pas beaucoup plus sûre de moi. Mais en fait, je me suis un peu forcée à aller à toutes les jams et assez rapidement, je connaissais les morceaux, enfin pas tous, mais je connaissais une bonne partie des morceaux. Nono, il m'aidait un peu de temps en temps quand j'étais perdue dans un morceau, il me remontrait un peu les doigtés, tout ça. Et là, je me suis rendu compte, purée, mais c'est dingue en fait, j'arrive à le faire, je peux le faire quoi, jouer sans partition. Et même j'ai trouvé ça trop cool parce qu'en fait, c'était d'une pierre deux coups parce que j'ai appris les morceaux et je les connaissais par cœur sans partition. Alors que quand t'apprends des morceaux, par exemple avec les Playmobiles, c'est vrai qu'on travaillait pas mal avec des partitions au début. Et en fait, t'apprends les morceaux sur la partition, tu sais le jouer en lisant la partition, et ensuite il faut que tu l'apprennes par cœur. Alors que là, hop, le travail il était déjà tout fait. Et du coup, en fait, je suis devenue un peu trop fan de ce mode de fonctionnement-là, d'apprendre, et c'est ce qu'on fait avec Collectiva aussi, tu vois, d'apprendre comme ça, quoi, collectivement, et sans avoir la trace écrite, forcément, tu vois. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, il y a ce déclencheur-là qui se met en place ? Je pense que c'est l'énergie de la musique et du collectif. Je pense vraiment que c'est ça. Presque l'énergie du collectif, elle permettrait de dépasser la technique, tu veux dire ? Oui, je pense. Parce que tu vois, je me verrais pas du tout appliquer cette même méthode-là, on va dire, de écouter et reproduire machin dans le classique. Alors après, c'est peut-être juste parce que dans le classique, j'ai pas été éduquée comme ça, tu vois. Peut-être que si dès le début, j'étais tombée sur un prof un peu farfelu qui m'aurait dit bon, tous tes concertos, on va les écouter et les apprendre par cœur comme ça, sans les jouer. Bon, peut-être que je l'aurais fait et ça m'aurait semblé normal, tu vois. Mais là, en tout cas, je me vois pas du tout le faire. Pour moi, si je joue du classique, va falloir que j'ai ma partition. Mais par contre, si je joue ces trucs-là un peu plus collectifs, un peu plus populaires et tout, là, il faut que je le fasse sans partition. Mais j'ai encore du travail à faire là-dedans, hein. Pour finir ce que je disais par rapport à la Jamnola, c'est vraiment y a un morceau pour moi qui regroupe vraiment les deux, trompette et chant
à la Jamnola, c'est St. James Infirmary. C'est un morceau pas mal joué dans les funérailles, donc c'est les enterrements. Et à la Nouvelle-Orléans, il faut toujours ça en musique. Et en fait, il y a une première partie très lente et ensuite la deuxième partie plus festive, quoi. Et ce morceau-là, en fait, quand à la Jam, ils ont su que je chantais un peu tout ça, ils m'ont proposé de le chanter. Et donc, du coup, je sais pas, c'est un peu mon morceau chouchou à la Jam. C'est le morceau qui m'a fait un peu le déclic aussi à la Jam et à la trompette et au chant, la spontanéité, tu vois. La Jam, c'est vrai qu'elle m'a fait un peu découvrir une autre facette encore de musicienne et de la manière de vivre la musique. Et alors moi, à ce moment-là, je m'étais encore jamais dit que j'allais en faire mon métier, parce que depuis toujours, d'ailleurs, tout le monde me disait, ma famille, ma mère la première, je crois que tous les ans, elle revenait toujours, mais t'es sûre tu veux pas devenir trompettiste, devenir chanteuse? Et en fait, à chaque fois, moi, c'était niette, j'en ferais pas mon métier, parce que j'avais vraiment peur que, en fait, si j'en faisais mon métier, ça devienne plus une contrainte qu'un plaisir, et que du coup j'allais un peu perdre le plaisir et la spontanéité que j'avais à faire de la musique. Donc pour moi, fallait pas mélanger les deux, en fait. C'était ma passion, mais c'était pas mon métier. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire, mais peut-être qu'en fait, en voyant l'exemple de mon copain, je me disais, mais on peut allier sa passion et son métier, en fait. Et puis en fait, je pense que le truc qui a un peu tout déclenché, c'est quand on a eu notre fille, donc Mona. Et en fait, moi, c'était clair depuis toujours aussi que quand j'avais un enfant, le jour où j'aurais un enfant, je voulais vraiment être présente pour m'en occuper et tout. Et donc, je m'étais toujours dit, peu importe ce que je fais à ce moment-là, j'arrêterai de travailler, je prendrai un congé parental et puis je m'occuperai de mon enfant. Et je me suis dit, mais finalement, pourquoi ne pas essayer de faire de la musique? Parce qu'en fait, c'est un métier qui me permettrait quand même d'avoir le temps d'être avec mon enfant. Et du coup, c'est trop bien, parce qu'on peut avoir un métier, faire notre passion en même temps, et s'occuper de notre enfant. La synchronicité, comme dit Corinne, a bien fait les choses, parce qu'en fait, j'ai reçu un appel inespéré de Coco qui m'a proposé de faire partie du projet Collectiva, et du coup ça rentrait carrément en résonance avec tout, parce que déjà ça m'offrait un travail actuellement, même si c'est pas un travail à temps plein, mais c'est un travail quand même, tu vois. Et un truc entre femmes, sur le droit des femmes et tout. Du coup, ça, direct, j'ai fait, non mais j'y vais, je fonce dedans, quoi. Donc voilà, je suis hyper contente. Donc je suis pas encore, j'ai pas encore le statut d'intermittente. Je suis en train d'accumuler les heures pour essayer de l'obtenir. Mais on va dire que dans tous les cas, aujourd'hui, je fais que de la musique. J'ai pas de métier à côté, à part celui de maman. Là, je me rends compte que j'ai pas mal parlé de mon parcours de trompettiste, mais j'ai pas trop évoqué le chant dans tout ça. Bon, là, dans Collectiva, je fais de la trompette, mais mon objectif, c'est pas d'être trompettiste, c'est vraiment d'être chanteuse. Pourquoi je veux pas être trompettiste? Parce que déjà, mon chéri, il l'est, et que du coup, il bouffe tout le travail. Non, je rigole. Mais du coup, là, ça vient sur les femmes. La difficulté d'être... Non, alors je pense que sincèrement, si je voulais vraiment être trompettiste à Rennes, et que je travaillais pour l'être, parce que ça c'est la deuxième raison pour laquelle je veux pas être trompettiste, c'est que je considère que je travaille pas assez ma trompette pour être vraiment performante pour jouer dans n'importe quel groupe, si tu veux. De toute façon, Collectiva, c'est accessible à tous. Donc en fait, voilà. Moi, je me sens pas du tout en inadéquation avec ça. Et donc, par contre, moi, j'ai plus envie d'être chanteuse. Je me rappelle que quand j'étais petite, dans la maison de mes parents, en fait, il y a dans les toilettes, c'est une pièce qui résonne vachement. Et j'adorais aller dans les toilettes et je chantais un peu des trucs d'opéra, tu vois. Et mes parents, ils en pouvaient plus. À chaque fois, ils me disaient, mais sors des toilettes, Dudu, là. Puis je chantais, tu sais, hyper aigu et tout, puis des trucs qui faisaient résonner dans les toilettes. Et à ce moment-là, je voulais devenir chanteuse, je voulais être chanteuse d'opéra, tu vois, j'avais genre, je sais pas, 4-5 ans. Après, j'avais toujours ce truc-là de, ouais, je voudrais être chanteuse. Mais c'était un peu un rêve, tu vois, d'être chanteuse, parce que pour moi, il n'y avait pas de demi-mesure, en fait. Si t'étais chanteuse, t'étais genre chanteuse, genre les chanteuses qui passent à la radio, qui font des concerts, des tournées internationales et tout. À ce moment-là, j'avais pas encore capté que on pouvait être chanteuse à une plus petite échelle, tu vois.
Et puis en fait, c'est avec mon père, on a monté un duo quand j'avais, je sais plus trop quand, je crois que c'était en 2011. Et en fait, mon père, il fait de l'accordéon. Et donc, on a monté un duo de chansons françaises. On faisait que des reprises de Piaf, Brel, enfin, tu vois, vraiment la grande chanson française comme ça. Et en fait, à l'époque, j'étais assez jeune. Je crois j'avais 14 ans, un truc comme ça. Et ça a fait un peu le buzz à Fougères, tu vois, genre... j'avais mis droit à mes petits articles, genre la môme Piaf et tout, tu vois. Ouais. Et donc, du coup... à ce moment-là, à Fougères, pendant quelques années, on faisait pas mal de concerts et tout, c'était cool, on kiffait bien faire ça. Puis voilà, puis après quand je suis partie dans mes études, je suis partie un peu, on n'avait plus trop l'occasion de jouer, de répéter, donc ça s'est un peu terminé comme ça, tu vois. Et puis à côté, j'ai chanté aussi au jazz band de Fougères où mes parents étaient, mais du coup ils y étaient plus à ce moment-là. Mais le jazz band de Fougères où je suis toujours la chanteuse actuellement. Quand je me suis dit bon vas-y je vais devenir musicienne. Moi je me voyais beaucoup plus être chanteuse. Je me trouve plus efficace en tant que chanteuse qu'en tant que trompettiste et puis c'est quelque chose, je pense que je peux m'en lasser beaucoup moins vite que la trompette, tu vois, parce que je peux chanter plein de choses différentes. Alors tu me diras oui, en trompette tu peux faire plein de choses différentes, mais comme je te disais, je me sens pas assez performante dans la trompette pour pouvoir faire plein de choses différentes, tu vois. Ça reste assez restreint mes champs d'action en trompette, alors qu'en chant, même si je suis pas du tout connaisseuse de tous les styles de chant, mais en fait je pense que je serais beaucoup plus polyvalente à apprendre. Tu vois là dans le Collectiva par exemple, je connaissais pas du tout et en fait je trouve que je me suis pas sentie en difficulté à m'intégrer dans le style musical et tout ça quoi. Et du coup, j'ai remonté mon duo avec mon père. Et ça tombait bien parce que mon père était aussi en reconversion professionnelle. Donc là, alors c'est pas pour devenir musicien, mais en fait, il a fait un CAP pour devenir réparateur d'accordéon. Et donc là, il lance son activité en janvier. Et vu que c'est une activité un peu à mi-temps pour commencer, tu vois, en fait, il avait le temps de répéter avec moi, de faire des concerts avec moi et tout, même si lui, c'est pas pour avoir le statut d'intermittent, quoi. Et puis, Collectiva, c'est trop cool parce que ça me fait encore un style différent et plus ça va et plus je crois que j'ai vraiment besoin de chanter en français parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de mettre de l'intention dans ce que je chante. Je comprends ce que je chante en anglais, mais je le vis pas du tout de la même manière que ce que je chante en français, quoi. Et du coup, vraiment, en fait, je crois que c'est de plus important pour moi et dans mes projets futurs, je vais vraiment essayer de faire des trucs en français. D'ailleurs, je lance un appel comme ça, si jamais il y a une musicienne qui est intéressée, mais j'ai un projet que j'aimerais trop faire, un groupe où on reprendrait des chansons françaises, mais qui sont uniquement écrites par des femmes et chantées par des femmes et composées par des femmes, parce que c'est quelque chose qui me tient vachement à cœur, parce que je trouve que dans la chanson française, alors quand je dis chanson française, je parle pas de la chanson française actuelle, celle qu'on entend à la radio et tout, mais plus celle qui est considérée comme la grande chanson française, tu vois, la culture française et tout. Et en fait, je trouve que les femmes, elles sont un peu sous-représentées. En fait, on connaît Edith Piaf, voilà. Et Edith Piaf, malheureusement pour elle, ou heureusement pour elle, j'en sais rien, mais la plupart de ses chansons, c'est pas elle qui les a écrites, elles ont été écrites par des hommes. Et en fait, je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de visibilité des autres femmes, parce qu'il y en a plein qui ont fait des super chansons, qui sont un peu dans l'oubli, parce que par contre, on connaît super bien Brel, Ferré, Nougaro et tout, et ça, c'est trop cool aussi. Mais moi, j'ai envie qu'il y ait vraiment... j'ai envie de faire c'est vraiment un de mes projets, c'est de faire un groupe comme ça où on reprendrait que des musiques faites par des femmes, quoi. Et où on serait que des femmes à faire ça. Et voilà, ce serait la chanson française des femmes. Moi, c'est quelque chose qui m'avait vachement marqué. C'est pourquoi il n'y avait pas beaucoup de femmes présentes justement dans toutes les fanfares de rue. Particulièrement dans les instruments en cuivre, trompette, trombone, tuba, etc. J'en suis arrivée aux conclusions que, je fais des généralités, mais en gros, les femmes, elles osent pas aller plus loin dans leur pratique de l'instrument, dans l'espace public, on va dire, parce que
il n'y a pas de modèle de référence auquel elles peuvent s'identifier. Et en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a pas de Ella Fitzgerald qui fait de la trompette, quoi. Du coup, on se sent pas légitime d'aller jusque-là. C'est inconscient, mais en fait, vu qu'on peut pas s'identifier, on n'ose pas se projeter à se dire on va faire ça, quoi. Moi, je trouve que le truc le plus important, c'est vraiment de pouvoir s'identifier à des personnes et du coup de se dire en fait j'en suis capable. Et je crois que c'est un peu ça qui me motive aussi dans mon parcours de musicienne maintenant, même si ça me demande énormément d'efforts parce que justement moi-même je me sens pas légitime et j'ai pas beaucoup de confiance en moi par rapport à ça et tout. Mais en fait de me dire peut-être que moi aussi je pourrais servir de figure de référence à mon échelle, mais à d'autres personnes, quoi. Donc là, je vais faire le début de St. James Infirmary, donc un funérail de la Nouvelle-Orléans, qui a vraiment marqué un peu une étape importante dans mon parcours de musicienne. Oh, trop la classe, Dudu. Ouais. C'est beau. En vrai, elle s'appelle Dunouvelle, mais elle aime bien qu'on l'appelle Dudu. Voilà, mais il fallait quand même qu'on vous dise son prénom. Bon, on arrive à la fin, quoi. Ouais, oui. C'est ça, terminado la rigolada. Ça annonce quand même des lendemains qui chantent, cette histoire, non? Voilà. Mais oui, la rubrique. Avant, pour se dire au revoir, on va vous laisser avec encore une chanson offerte par Sandra de Bolivie, et puis d'autres témoignages sur ce que ça fait le chant dans la vie de chacune et chacun. Et on finit avec Du cœur dans les épinards, des 10 ans de la tête à l'Est. Bisous la tête à l'Est. Et voilà, alors très, très belle fin d'année tout le monde. Oui. Et à tout bientôt. Merci Mathias. Et à bientôt pour une nouvelle Coco. Radio Sin Miedo. Merci Soso. Merci à vous. Merci Adèle. Fuerza colectiva. Ciao, ciao. Bartolina Sisa. Bartolina Sisa warmi. Alpa halpa hina kanji. Bartolina Sisa warmi. Yawarniki yawarniku. Almiya aksuyuhkuna yuyarikuyku. Almiya aksuyuhkuna yuyarikuyku. Bartolina Sisa warmi. Ura qesaw chamanitaw. Bartolina Sisa warmi. Ura qesaw chamanitaw. Humata puniu amtastua koli Bartolina. Humata puniu amtastua koli Bartolina. Humampikiu Bartolina.
Wali puni samkasiswa, humam peki wartulina. Wali puni samkasiswa, wila manayang wila hau koli wartulina. Wila manayam wila hau koli wartulina. Mujer Bartolina Sisa, eres fuerte como la tierra. Mujer Bartolina Sisa, tu sangre es nuestra sangre. Las que vestimos almillas y axus, siempre te recordamos. Mujer Bartolina Sisa, eres la fuerza de nuestra tierra. De ti siempre nos recordamos, querida Bartolina. Contigo, Bartolina, muchas veces sueño. Tu sangre también es mi sangre, querida Bartolina. On s'est rendu compte à travers les chants qu'on a chantés ce week-end qu'on était toutes des femmes guerrières, mais qu'on était toutes guerrières chacune, qu'on avait bien pris l'habitude d'être seules avec ce combat-là. Et là, du coup, à travers la musique, et les rythmes, et la danse, et les chants, et les regards, et tous les temps collectifs partagés là entre nous, et voilà, que ça nous apprenait que en fait ces combats-là, on pouvait les vivre ensemble et les chanter et les danser. Voilà. Comment dire, je suis émue. Comme un temps extra quotidien qu'on aimerait bien que ce soit notre quotidien et plutôt connecté avec toutes les femmes du monde. Voilà. Qu'on n'est pas seul. Ok, bienvenue à Charles de Gaulle. Du coup, je suis avec mes deux copines. Moi, je m'appelle Bérangère. Je fais partie de la Tête à l'Est et je suis du coup à une manifestation. Nous sommes le combien déjà ? 19. Le 19 décembre, on est à Charles de Gaulle, du coup, manifestation. Il y a un peu de monde, c'est pas mal. Je suis avec mon amie, du coup, Charlotte et mon amie Amélie. Du coup, toutes les trois, on fait partie de la Tête à l'Est. Il y a un peu de bruit, mais bon, on est dans l'ambiance, on est là pour parler et voilà. Du coup, il y a une question, qu'est-ce que le chant pour nous ? Alors, pour moi en tout cas, le chant, c'est chanter sous la douche. Tout le monde chante depuis qu'on est né. C'est un moyen d'expression. C'est une liberté, du coup, de pouvoir dire les choses autrement. Ça peut être des chants tristes ou des chants joyeux. En tout cas, c'est une expression que moi j'aime beaucoup. J'ai, avec plusieurs de la Tête à l'Est, mis en place la piraterie enchantée, du coup, depuis le début du confinement, qui a commencé le 26 octobre, malheureusement. Mais du coup, où on organisait des retrouvailles au marché des Lys pour chanter tout ensemble. C'était hyper émouvant. Les gens, certaines personnes sont venues nous voir avec les larmes aux yeux, de pouvoir transmettre et surtout écouter et entendre du coup ces moments de joie. C'était super fort aussi parce que c'était des moments où on se retrouvait avec les copines de la Tête à l'Est et les copains. Et c'était vraiment merveilleux de pouvoir se chanter ensemble des chants qu'on connaissait et de pouvoir l'exprimer. Voilà, pour moi c'est ça, chanter c'est un moyen d'expression qui amène dans la joie vu tout ce qui se passe, mais on va vous en parler encore. Voilà, du coup c'était Bérangère sur Charles de Gaulle, la plage Charles de Gaulle. Je vais vous passer du coup à ce moment-là une autre copine qui va s'exprimer sur chanter tous ensemble. Qu'est-ce que chanter pour toi, Amélie ? Alors pour moi... La voix, c'est ce qu'on a au plus profond de nous, c'est ce qu'on a de plus intime. Et quand on sort sa voix pour chanter avec les autres, c'est un partage, c'est une expression, c'est se retrouver ensemble pour exprimer ce qu'on a au plus profond et ce qu'on veut ensemble, et d'être porté par une énergie collective de la polyphonie. En fait, c'est l'unité dans une grande diversité. C'est ce qu'on fait avec la Tête à l'Est quand on est dans l'espace public et quand on offre nos voix et qu'on partage avec les passants.
c'est construire les lendemains qui chantent. C'est prendre possession de l'espace public avec des projets où chacun peut avoir sa voix. Chacun peut dire ce qu'il a au plus profond, dans le respect, et c'est dire ce qu'on a à dire dans un cadre intergénérationnel, de diversité, et c'est ce qu'il faut qu'on continue à construire pour l'avenir. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que là, donc place Charles de Gaulle, il y a des pancartes, des banderoles, il y a des gens qui sont là dans le contexte actuel un peu chaotique, et des banderoles tout azimut. Il y en a une très belle là qui dit « Nous sommes des gardiens de la paix et de la liberté ». Je voulais vous lire un petit extrait du journal alternatif Ars Labour, décembre 2020, qui essaye de parler du contexte. Et voilà ce que dit la fin du journal. L'amitié nous a toujours servi d'hôpital. Aujourd'hui encore et encore demain, terre à terre et pied à pied, nous servirons la soupe aux désarmés et à ceux qui viennent. Les enfants n'ont rien demandé, ne leur donnons rien qui ne soit une route. Voilà, donc pour nos lendemains qui chantent, continuons à être inspirants pour nos enfants et continuons à chanter pour ouvrir la route des possibles. Eh ben c'est Charlotte, ça va être dur de parler après Amélie et ces très très beaux mots. Moi j'avais juste envie de partager le bonheur que c'est de retrouver des copines de la tête à l'Est. Dans plein de petits moments depuis quelques mois où on n'a plus le droit de répéter à plein comme d'habitude, mais il y a eu plein de petits cadeaux dans tous les sens, au marché, au tabord, en manif, en tournage, voilà. Et voilà, pour moi, le chant, c'est quelque chose qui, je crois, me soigne de l'intérieur quand je le partage avec d'autres. Et même si on a un contexte qui cherche à nous séparer tous les uns les autres, eh ben, je trouve on résiste bien et j'ai hâte d'être à 2021 pour continuer à pirater, à inventer des lendemains qui chantent, des occasions de se retrouver, des occasions d'amitié, des occasions de chant, toutes et tout ensemble. Et voilà. Bisous, bisous. Bisous, bisous. À bientôt pour chanter. Eh ben, moi je suis là d'abord pour les copines, pour être entre copines, se donner du cœur à l'ouvrage et du courage en ces temps où on en a bien besoin. Et pour le chant. Et parce que aussi chanter avec des copines, ça me donne de la force dans la vie. Et que là, c'est une belle occasion de le faire d'abord pour soi, pour moi, et pour se réchauffer les cœurs et puis pour le partager avec plein et se donner de la force. Et parce que aussi les mouvements collectifs comme celui que propose Collectiva, il y en a bien besoin et ça fait du bien que ça existe et ça donne de l'espoir.